Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. C'est parti pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Voici le programme de votre émission. Notre grand débat, il portera sur le remaniement ministériel. L'exécutif a opté pour l'option d'un remplacement poste pour poste. François de Rugy à la place de Nicolas Hulot. Roxana Maracineanu, ex-championne de natation, à la place de Laura Flessel, démissionnaire surprise. Des profils plus politiques donc, et pas vraiment de tournant dans le quinquennat Macron. Comment interpréter ces choix? C'est notre débat du jour. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Arnaud Benedetti à Romain Mouton. Nous reviendrons sur cette chute spectaculaire de popularité pour Emmanuel Macron, moins 10 points dans le dernier sondage. Il est en dessous de François Hollande à la même époque. La perte de 2 ministres très populaires va-t-elle prolonger cette chute? Nous en discuterons avec nos spécialistes. Et puis l'actualité de ce mardi, c'est aussi l'épilogue dans le feuilleton du prélèvement à la source. La question sera tranchée dans les prochaines heures. Pour nous éclairer sur ce sujet ce soir, nous recevons Jean Arthuis, député européen, ancien ministre de l'économie et des finances. Mais d'abord, retour sur cette semaine de flottement avec Fabien Recker. Rien n'a fuité de l'entretien entre Emmanuel Macron et Gérald Darmanin ce matin. Dernier épisode du feuilleton du prélèvement à la source qui empoisonne la rentrée du gouvernement. Fin août, Édouard Philippe avait ouvert la brèche dans une interview au JDD avant qu'Emmanuel Macron ne fasse état publiquement de ses hésitations. J'ai plutôt l'intention de conduire cette réforme à son terme, mais j'ai demandé aux ministres compétents de répondre à toutes les questions qui se posent encore avant de donner des directives finales. Un ministre des Comptes publics qui martèle pourtant depuis une semaine que l'administration est prête. Et est-ce que techniquement on est prêt? Oui, on est prêt. Est-ce que psychologiquement les Français sont prêts? C'est une question à laquelle collectivement nous devons répondre. Pour l'opposition, le couple exécutif s'abriterait derrière des explications techniques parce qu'il redoute les conséquences de la réforme sur l'opinion. Mais la réalité, c'est que c'est politique et qu'il semble qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron redoute l'effet qui serait celui d'une prise de conscience par les Français que leur salaire net aujourd'hui, au regard des bons considérables que font les revenus du capital, etc., que leur revenu du travail à eux, net d'impôts, est très faible et qu'il les pousse à exiger des augmentations de salaire, en tout cas à réclamer plus de justice. Et honnêtement, Macron, c'est quand même pas le champion de la justice et de la lutte contre les inégalités, donc on comprend qu'il soit assez mal à l'aise. Tous les regards se tournent maintenant vers Édouard Philippe. Le Premier ministre doit s'exprimer au journal de 20h sur TF1. Et on va plus loin avec notre invité ce soir, Jean Arthuis. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes député européen centriste, président de la commission des budgets du Parlement européen et vous avez été ministre de l'économie et des finances. Le prélèvement à la source dès janvier prochain, vous y croyez, vous le souhaitez? Je crois que c'est séduisant. Et c'est si séduisant qu'on y pense depuis plusieurs décennies. Mais techniquement, ça n'est pas facile. Pourquoi? Parce que nous avons un dispositif d'imposition des revenus des personnes physiques particulièrement compliqué. D'abord, ce n'est pas un revenu individuel, c'est un revenu familiarisé. Par foyer fiscal. Par foyer fiscal. Donc on va prendre en compte les revenus de monsieur, de madame, des enfants éventuellement. Le barème est un barème progressif. Et par ailleurs, on a un quotient familial qui va tenir compte du nombre d'enfants à charge ou de personnes à charge. Et puis, il y a une galaxie de niches fiscales, d'abattements, de réductions, déductions. Ceci complique singulièrement le calcul de l'impôt dû par le foyer fiscal. Alors, la retenue à la source, on la pratique déjà sur la CSG, parce que le taux est le même sur tous les revenus. S'agissant de l'ensemble des revenus d'un foyer fiscal, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça ne dispensera pas d'établir chaque année une déclaration de l'ensemble des revenus, de calculer l'impôt effectivement dû par le foyer fiscal en tenant compte des réductions, abattements, déductions et autres avantages fiscaux décidés par la loi, très complexes. Donc l'hypothèse des bugs techniques, vous y croyez? Vous dites, vous aussi, il est possible que Bercy ne soit pas prêt? Techniquement, c'est surtout pour les employeurs qui vont devenir les collecteurs de cette retenue à la source. Donc pour eux, c'est quand même très compliqué. Quelle part va-t-on imputer à monsieur? Quelle part va-t-on imputer à madame? C'est assez compliqué. Alors, je comprends les hésitations du président de la République,
Parce que nous sommes dans un dispositif fiscal quand même assez singulier. C'est pour ça que la France, contrairement à d'autres pays, n'a pas encore opté pour la retenue à la source. Mais tout de même, depuis 3 ans, 200 millions d'euros ont été consacrés à la préparation de cette réforme. La campagne de communication aurait coûté 10 millions d'euros. Est-ce qu'une reculade vous semble encore possible? Écoutez, je pense que souhaitable. Les heures qui suivent nous feront connaître l'arbitrage définitif. Je pense que toutes les précautions ont été prises. Il y a au ministère de l'économie et des finances, et du budget et des comptes publics, des experts, des spécialistes, et je leur fais confiance. Mais on vise l'ensemble des contribuables français, pratiquement. Et donc la mise en œuvre, s'il y a des bugs ici ou là, peut faire une hésitation. Et puis il y a aussi cette crainte qu'à partir du mois de janvier, chacun voit apparaître sur sa fiche de paie un montant de salaire versé inférieur à ce que l'on percevait antérieurement. C'est ce qu'on appelle le risque de l'effet psychologique sur les Français. Il peut y avoir en effet vous pensez que c'est un risque réel? Un impact psychologique. Je pense qu'il y a une campagne de communication qui est de nature à lever toutes les ambiguïtés, à faire disparaître les craintes. Et c'est sans doute une très bonne pédagogie, mais on ne doit pas sous-estimer l'ampleur de la difficulté. Et encore une fois, ça n'est pas parce qu'on aura eu un prélèvement à la source qu'on sera dispensé de déclarer chaque année l'ensemble des revenus que l'on aura perçus, de calculer l'impôt en fonction du barème progressif, du nombre de personnes à charge, du quotient familial, des déductions, des réductions, et de comparer l'impôt effectivement dû avec les retenues à la source opérées par ceux qui versent les salaires ou d'autres revenus. Donc vous pensez que les 60% de Français qui sont pour cette réforme, selon le dernier sondage IFOP, n'ont pas bien compris qu'en fait, ils allaient continuer de remplir une déclaration et que ça allait toujours être compliqué un peu pour eux? Peut-être qu'il y a de ce point de vue l'idée qu'il n'y aura plus de déclaration à faire. Or, il faudra toujours déclarer l'ensemble des revenus. Le sénateur Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la Commission des finances, a présenté une proposition de loi sur le prélèvement à la source. L'idée, selon lui, serait de généraliser la mensualisation en temps réel, effectivement, mais cette fois en libérant les employeurs de la collecte des impôts. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une alternative intéressante, parce que la mensualisation, c'est le versement chaque mois d'un impôt. Alors certains disent, mais l'avantage de retenue à la source, c'est que si les revenus viennent à baisser, parce qu'on perd son job, on aura moins de retenue à la source. Mais avec la mensualisation, si un incident de cette nature intervient en cours d'année, on a la faculté de réduire le montant du prélèvement mensuel que l'on croit devoir payer. C'est un ajustement auquel on procède spontanément, à charge de démontrer qu'il était justifié en fin d'année. Donc, c'est moins spectaculaire, naturellement, que la retenue à la source. Mais à mon avis, c'est aussi efficace et aussi pratique. Et ça évite les difficultés auxquelles vont être confrontées nombre d'entreprises, en particulier les plus petites d'entre elles. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites c'est moins spectaculaire? Vous pensez qu'il y a un peu de communication autour de cette... En termes de communication, retenue à la source, c'est vraiment la réforme dont tout le monde a rêvé. Bon, donc, on coche la case. Y compris vous, en tant qu'ancien ministre de l'économie et des finances? Très vite, je me suis heurté à cette complexité, à cette singularité française qui est la familiarisation du revenu. On prend l'ensemble des revenus de l'ensemble des membres du foyer fiscal. On a un quotient familial, on a un impôt qui est progressif, ce n'est pas un impôt proportionnel comme pour la CSG. Et puis, il y a tout cet arsenal de niches fiscales, de déductions, de réductions en fonction des investissements que vous avez pu faire pendant l'année. C'est très compliqué. Le MEDEF dénonce effectivement cette surcharge de travail imposée aux entreprises avec une telle mesure. L'employeur qui a accès aux revenus du foyer fiscal, est-ce que pour vous ça pose un problème de confidentialité comme le dénonce le MEDEF? Dans certains cas, ça peut être en effet gênant car on est obligé de connaître les revenus effectifs du foyer pour calculer ce que sera cette retenue à la source. Et puis, imaginons qu'une entreprise soit en difficulté financière et elle aura prélevé cet impôt pour le compte du Trésor public. Je ne suis pas sûr qu'elle pourra reverser les sommes que peut-être elle n'aura pas du fait de ses difficultés financières. Et quelque chose qu'on a du mal à comprendre, vous êtes vous-même député européen, donc ce n'est pas à vous que je vais apprendre que la plupart de nos voisins européens ont déjà appliqué il y a bien longtemps ce prélèvement de l'impôt à la source. Pourquoi on n'y arrive pas en France? Oui, mais avec une législation
imposant le revenu des personnes physiques infiniment plus simple. C'est la seule raison. À mon avis, c'est la raison majeure. C'est pas une raison liée aux Français qui auraient du mal Non, je crois pas. Non, je crois pas du tout. Pas du tout. C'est, nous sommes ici au Sénat. À l'Assemblée, c'est la même chose. Les amendements sont nombreux pour créer des régimes particuliers, des exonérations, des déductions, des abattements. Bon, tout ça a terriblement compliqué la législation et le calcul de l'impôt effectivement dû. Un dernier mot, Jean Arthuis, peut-être sur l'autre grande actualité du jour, ce remaniement ministériel. François de Rugy qui remplace Nicolas Hulot. On a pu voir la passation de pouvoir et les larmes de Nicolas Hulot. Qu'est-ce que vous pensez de ce remplacement? D'abord, il y avait beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions et Nicolas a dit ce geste est un espoir. Il ne l'a pas éteint et il l'a réveillé, j'espère. Moi, je crois que nous sommes là dans la continuité. François de Rugy a des gages de conviction et d'engagement pour l'écologie. Tout l'exercice est de concilier l'écologie et l'économie et l'agriculture et d'éviter d'être dogmatique en cette matière. Et puis on sait bien que si on veut protéger les climats, protéger l'environnement, il faut le faire au plan local, il faut le faire au plan national, mais il faut s'engager aussi sur le plan européen. Et donc veillons à ce que les obligations que nous nous créons ici soient les mêmes et appliquées de la même façon dans l'ensemble des États de l'Union européenne et que ce soit une prise de conscience collective, globale des Européens. Et en matière d'écologie, je pense que l'éthique est au moins aussi importante que la législation. Trop souvent, la législation est un acte de volontarisme, mais il peut y avoir une dimension un peu incantatoire. Il faut que ce soit vraiment imprégné dans nos esprits, dans nos consciences, et que chacun en tire les conséquences, qu'il soit agriculteur, citoyen, chef d'entreprise. Merci infiniment, Jean Arthuis, d'avoir été notre invité. Merci de votre invitation. Je rappelle que vous êtes député européen centriste et président de la commission des budgets du Parlement européen. OVPL continue sur Public Sénat avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Arnaud Benedetti à Romain Mouton, deux spécialistes en communication qui nous diront pourquoi Emmanuel Macron chute à ce point dans les enquêtes d'opinion. Moins 10 points dans le tout dernier sondage. C'est pire que François Hollande à la même période. Jérôme Rabier. Emmanuel Macron l'a confié hier aux élèves rencontrés en Mayenne lors de la rentrée scolaire. Être président est un honneur, mais ce n'est pas tous les jours facile. Une phrase qui vaut sans doute pour aujourd'hui, avec un nouveau sondage catastrophique pour le chef de l'État. Selon cette enquête de l'IFOP, seulement 31% des Français approuvent l'action du chef de l'État. Une chute de 10 points par rapport à la même enquête publiée en juillet, qui confirme l'été très compliqué d'Emmanuel Macron. Mauvaise gestion de l'affaire Benalla, arrêt de la réforme des institutions et démission de Nicolas Hulot pour couronner le tout. De quoi faire chuter lourdement la popularité du président dans les enquêtes d'opinion. Une baisse confirmée par tous les instituts de sondage durant l'été, mais qui atteint cette fois un palier symbolique. Car en tombant à 31%, Emmanuel Macron fait encore moins bien que son prédécesseur François Hollande, qui atteignait difficilement les 32% après 15 mois à l'Élysée, marqué notamment par l'affaire Cahuzac. Cette enquête de l'IFOP, réalisée avant les annonces du remaniement, reste une photographie de l'opinion à un instant T, mais nul doute qu'Emmanuel Macron et ses équipes auront à cœur de ne pas poursuivre dans cette spirale négative. Et avec nous pour ce match des idées, Arnaud Benedetti, bonsoir. Bienvenue, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et auteur du Coup de com' permanent. Romain Mouton, bonsoir et bienvenue à vous également, conseiller en communication, fondateur de l'agence RM Conseil. Les raisons de cette chute de popularité, j'ai envie de dire, on les connaît à peu près toutes. La question, c'est comment peut-il faire moins que François Hollande, alors qu'il me semble qu'il avait déjà vécu l'affaire Cahuzac, François Hollande, à la même période. Arnaud Benedetti. Bon, écoutez, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette chute de la popularité. Il y a vraisemblablement d'abord des facteurs éminemment politiques. Il y a une impatience aujourd'hui de l'opinion publique qui considère vraisemblablement que les résultats des politiques publiques qui ont été lancées ne sont pas à la hauteur des attentes et des promesses. Ça, c'est quelque chose d'assez naturel pour tout gouvernement. Deuxième aspect, il y a vraisemblablement aussi une
communication qui peut-être donne le sentiment de pécher par un manque de proximité, une forme d'assurance dans un contexte économique qui plus est difficile, voire parfois une forme de morgue ou de mépris qui, comme on l'a vu, telle qu'elle s'est exprimée lors de l'affaire Benalla, avec quand même un Emmanuel Macron droit dans ses bottes. Donc vous avez une conjonction de facteurs aujourd'hui qui font que on est dans une situation, dans une séquence politique qui est difficile. C'est le comble tout de même, alors qu'il avait lui-même critiqué la communication de François Hollande. Aujourd'hui, il est en dessous. Mais si vous voulez, il y a deux aspects avec Emmanuel Macron. D'abord, je pense que l'affaire Benalla, on n'a pas mesuré suffisamment tôt les effets de cette affaire sur l'opinion publique. Emmanuel Macron nous a promis, durant sa campagne présidentielle et lors de ses premiers pas de président de la République, une République exemplaire. Et on a vu durant tout l'été, finalement, des séquences multiples et variées, pas seulement l'affaire Benalla d'ailleurs, le secrétaire général de l'Élysée, Madame Hyssen, donc une accumulation d'affaires, une accumulation en tout cas de faits, je ne sais pas si ce sont des affaires, mais de faits qui viennent quelque part entacher cette promesse. Et le deuxième point, c'est que vraisemblablement aujourd'hui, l'équilibre politique qui est celui d'Emmanuel Macron fait que c'est un homme assez seul, il manque de relais politique, on sent qu'il est face à l'opinion, mis à part le Premier ministre qui fait écran entre le président de la République et l'opinion, on a finalement un homme qui ne dispose pas de relais politiques qui peuvent à un moment donné relayer sa parole et permettre de décliner sa politique. Romain Mouton. Oui, Arnaud a balayé beaucoup de sujets. La réalité, c'est que déjà, Emmanuel Macron prend beaucoup plus de risques que François Hollande. Et sur à quel niveau ? De nombreux sujets, sur ses réformes, sur les différents sujets qu'il aborde. Alors, François Hollande était resté dans son costume de premier secrétaire du Parti Socialiste. Emmanuel Macron fait des choix politiques. Alors effectivement, ça peut déplaire, comme notamment sur les retraités ou sur d'autres, mais c'est des choix politiques. On verra d'ailleurs s'il y a cette constance de choix politiques et s'il tient bon. On le verra ce soir sur le prélèvement à la source, mais on le verra dans les prochains mois, parce qu'il est à l'aube des derniers mois de plein pouvoir de son quinquennat. En gros, jusqu'aux élections européennes, il va pouvoir encore réformer, avancer, avoir les mains libres et pouvoir garder le cap. Et d'ailleurs, il a des grandes réformes à son agenda. À partir du moment où on va rentrer dans les élections européennes, dans les élections, et après dans les élections intermédiaires, forcément, et l'histoire nous le prouve, le courage politique diminue significativement. Donc on verra s'il tient le cap, mais il y a ce facteur de réforme est majeur dans les prochains mois. Est-ce que c'est pas aussi le contraste entre les leçons de morale qu'il a peut-être données au début de son quinquennat, vouloir prendre autant de distance avec son prédécesseur, et puis le résultat ? Il veut prendre de la distance, on le voit ce soir avec l'envoi au front du Premier ministre qui sera l'invité du journal télévisé. Et c'est vrai que ces différents épisodes ne sont reliés dans le sens où c'est Emmanuel Macron la victime, mais n'ont pas forcément un rapport. Quand on voit Laura Flessel, ses affaires fiscales, Nicolas Hulot qui n'était pas... Présumé, bien sûr. Nicolas Hulot qui n'était pas fait pour être ministre et qui a préféré être déserteur. Benalla, en fait, il est la victime collatérale de toute une série de sujets dont il n'est pas forcément toujours le responsable, ou en tout cas, il y a un agrégateur et il est le point commun entre toutes ces personnes. Parce que Nicolas Hulot, Laura Flessel, il les a choisis, tout comme Alexandre Benalla. Et finalement, alors qu'il était sur sa montagne, il est obligé de redescendre par nécessité du fait de responsabilité collatérale. Alors, puisque vous en parlez, ce remaniement ministériel peut-il aider l'exécutif à redresser la barre ? Vous allez nous éclairer sur cette question dans un instant, car la séquence du jour a été riche en rebondissements, avec d'abord cette démission surprise de Laura Flessel au sport. Regardez le commentaire de Yann Brossa sur Twitter ce matin, chef de file du PCF aux élections européennes, adjoint à la mairie de Paris. Après Hulot, Flessel, Macron perd coup sur coup ses deux ministres les plus populaires, à croire qu'ils en ont ras-le-bol de faire tapisserie dans un gouvernement où seul l'Élysée a voix au chapitre. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que Macron perd ses deux ministres les plus populaires ? Et est-ce que du coup, en termes d'image et de communication, c'est un vrai coup dur ? Il perd indéniablement les deux ministres les plus visibles et qui disposaient de la surface médiatique et en matière de notoriété la plus importante. L'une des critiques sous-jacentes qui est faite finalement au gouvernement d'Édouard Philippe, c'est d'être composé de ministres un peu techniciens, experts,
certes compétents dans leur propre domaine, mais qui n'ont pas un charisme et une aura qui permet quelque part d'accrocher le regard et l'adhésion de l'opinion. Avec Hulot, c'est évident. Hulot, il incarnait par son parcours, par sa parole, par sa connaissance aussi des codes médiatiques, la cause environnementale. Laura Flessel, elle était plus discrète, mais elle avait été porte-drapeau de multiples fois championne olympique, donc elle avait une image qui était très populaire également. Donc il perd quelque part non seulement 2 ministres de la société civile, mais il perd, et c'est ce qui me paraît peut-être le plus intéressant dans l'épisode dans lequel on vit, qu'on est en train de traverser, 2 ministres aussi de la société médiatique. C'était comme si la société médiatique qui avait quelque part contribué à façonner l'image d'Emmanuel Macron se dérobait tout d'un coup sous ses pieds. Et qu'est-ce qu'il va chercher ? Il va chercher notamment pour remplacer Nicolas Hulot, un ministre qui est un professionnel de la politique, ce qui n'est pas du tout, je veux dire, en soi une critique, mais qui est une réalité, et qui est quelqu'un qui vraisemblablement est plus à même de rentrer dans le moule, de perpétrer les codes de la politique que Nicolas Hulot, qui à un moment donné a décidé de faire valoir son éthique de la conviction sur l'éthique des responsabilités. Est-ce que ça ne veut pas dire, Romain, qu'on a atteint aussi les limites d'une communication des castings flamboyants ? La limite qu'on a atteinte, c'est de mettre des personnalités ministres sans qu'elles en aient les épaules. Avoir quelqu'un de populaire, c'est une chose. Avoir un bon ministre, c'est autre chose. Quand Laura Flessel, je mets le cas à part, mais prenons l'exemple de Nicolas Hulot, quand il est confronté au job de ministre, c'est-à-dire d'animer, de gérer un cabinet, une administration, d'aller en interministériel, de gagner des combats, de faire le job de ministre, c'est un job plein et entier. C'est compliqué, c'est dur parce que chaque ministre, en fait, essaye de marquer son territoire par rapport aux autres ministères. Et donc, la réalité, pourquoi j'employais tout à l'heure le mot déserteur pour Nicolas Hulot, c'est qu'il n'a pas eu le courage, et c'est la réalité, d'aller jusqu'au bout. Le responsable du choix de Nicolas Hulot, c'est Emmanuel Macron. Mais la réalité, c'est que Nicolas Hulot aurait dû rester et essayer de gagner ces arbitrages. On est toujours plus fort de l'intérieur qu'à l'extérieur. Nicolas Hulot a préféré aller à l'extérieur. Alors, il aura une influence puisqu'il est lobbyiste depuis 30 ans sur les questions environnementales. Donc, il continuera sur ce... Il a bien précisé ce soir, d'ailleurs, lors de la passation de pouvoir. Il l'a bien précisé, il est dans son rôle, à sa place, et il aura certainement une place dans le dispositif d'Emmanuel Macron. Mais oui, on est à la fin d'un système. On ajoute... À la fin d'un système. On n'est pas à la fin d'un système, on est juste... C'est juste une piqûre de rappel pour Emmanuel Macron sur ces choix-là. Rappelons aussi la sortie de Stéphane Bern, qui fait partie de cette société médiatique dont parlait Arnaud, et qui a, à juste titre, poussé un coup de gueule, et on verra d'ailleurs dans les semaines à venir quelle est la suite. Mais Stéphane Bern, un des animateurs les plus populaires des Français, qui lui se sent abandonné, pour le moment, Françoise Nyssen est toujours là. Donc quelle va être la suite aussi sur cet épisode-là ? C'est quand même de multiples facteurs qui peuvent atteindre encore plus Emmanuel Macron. Je voudrais aussi vous faire réagir à ce tweet de Marion Mourgue, qui est grand reporter au service politique du Figaro. Après Hulot qui démissionne en direct, Cohn-Bendit qui relate ses conversations à la télé avec Macron, Tubiana qui indique à l'antenne qu'on ne l'a pas approché, Flessel démissionne par communiqué avant un remaniement à vivre en direct, hashtag télé-réalité. C'est un peu ça. C'est vrai qu'on assiste à un feuilleton un peu à l'américaine. Oui, complètement, mais c'est tout simplement le fait que l'écosystème médiatique a considérablement évolué et que, la com a pris trop de place. La communication, les médias ont pris trop de place. C'est la communication qui est devenue peut-être par trop envahissante dans le fonctionnement même des hommes publics, et donc ce qui explique cette espèce de télé-réalité qui aujourd'hui, en effet, n'est pas tout à fait conforme à ce que l'on attend du fonctionnement normal d'une république. Mais je voudrais revenir sur ce que vous faire un retour à l'ancien temps, à l'ancien Mais c'est monde. extrêmement difficile, parce que comment vous échapper au nouveau monde, en tout cas au nouveau monde médiatique, au nouveau monde numérique, à la demande de visibilité aussi qui s'impose aux hommes publics, c'est extrêmement difficile. Finalement, Emmanuel Macron a essayé de le faire, puisqu'il voulait être lui-même le prophète d'une parole rare, et on voit que finalement sa parole, elle n'est pas rare. On voit que lui-même est emporté par le système médiatique avec lequel il doit composer. Donc c'est extrêmement difficile. Mais sur Nicolas Hulot, je voudrais revenir sur une chose. Sur Nicolas Hulot a perdu ses arbitrages. Et la difficulté pour Nicolas Hulot, c'est qu'il a perdu pratiquement l'ensemble de ses arbitrages. Il a très peu gagné. Et la vérité, c'est qu'en plus, sur le plan de la communication, on lui a fait porter
la responsabilité d'un certain nombre d'arbitrages qui étaient défavorables à sa cause et défavorables à ses engagements. Donc il y a vraisemblablement aussi chez lui une forme d'humiliation qu'il a ressentie et qui explique son geste politique, qui est un geste assez spectaculaire. Romain Houton, ce tweet de Marion Moore qui nous parle de hashtag télé-réalité, ça donne quoi comme image de ce gouvernement? Une image de non-maîtrise, de non-préparation, d'amateurisme, d'adaptation? C'est assez surréaliste la séquence qu'on vient de vivre ces derniers jours. D'ailleurs, on peut se dire tout ça pour ça quand même, pour le remaniement. Oui. Mais chacun est allé s'exprimer dans les médias sur ses rendez-vous avec le président. Et ce qui est terrible, à mon avis, pour Emmanuel Macron et pour le gouvernement, c'est qu'ils ont toujours voulu tout cloisonner, tout gérer, tout était verrouillé par l'Élysée, rien qui sortait, il y avait la parole présidentielle, les ministres n'étaient pas forcément au courant de ce qui se passait à l'Élysée. Bref, c'était Emmanuel Macron et son staff qui géraient tout. Là, on a l'impression que c'est une passoire où tout filtre. C'est-à-dire qu'on a eu l'affaire Hulot, Flessel, et on a par exemple Pascal Canfin qui dit voilà, j'ai été reçu, qui fait même un tweet avec un visuel dans son tweet. Donc, pour augmenter la visibilité de son tweet, il rajoute une photo. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'il fait de la com, mais on voit que tout est calibré. C'est-à-dire que, enfin, c'est très bien dans le sens, pour augmenter l'impact de son tweet, c'est bien. Mais il fait un exercice de com d'un rendez-vous qu'il a eu. Et c'est ça qui est assez surréaliste. C'est en soi, chacun va faire état de ses rendez-vous à l'Élysée avec le président de la République, et alors que Emmanuel Macron a toujours voulu lutter contre ça. C'est d'ailleurs peut-être cet épisode un peu bordélique qui a fait qu'il a voulu marquer de la constance dans son remaniement et montrer qu'il restait le maître des horloges. Sauf que, est-ce qu'on peut encore rester maître des horloges quand il y a une crise politique? Est-ce qu'on peut s'interroger sur un éventuel péché d'orgueil? Le débat mérite d'être posé. Et le fait qu'il l'annonce par communiqué seulement, sans apparition à la télévision, sans Alexis Collère sur le perron de l'Élysée. Parce que c'est pas un remaniement global. Hein. C'est en faire un non-événement. C'est pas un remaniement global du gouvernement. Donc ceci expliquant la méthode qui a été utilisée. Mais la réalité aujourd'hui, moi, il me semble, c'est que, si vous voulez, c'est la fin de l'illusion de la maîtrise absolue de la communication que Emmanuel Macron a voulu incarner par rapport à ses prédécesseurs. Et c'est pourquoi j'aimerais aussi vous faire réagir sur ce flottement, ce cafouillage, ce couac autour du prélèvement à la source. Le feuilleton a duré plusieurs jours. On ne va pas revenir sur le fond, on va revenir sur cette idée qu'il s'agirait peut-être depuis le début d'une vaste opération de communication. L'éditorialiste Christophe Jacubizine l'évoquait hier soir sur TF1 et je vous propose d'écouter ce qu'a déclaré tout à l'heure Jean-François Copé. Le maire de Meaux était l'invité du talk du Figaro.fr. Parce que je connais par cœur le coup de la note technique de Bercy qui sort comme par hasard pour arranger le politique. Bon, moi je connais bien le ministère des Finances. J'ai eu le grand honneur de commander un certain nombre de directions majeures de notre pays pour ce qui concerne la collecte de l'impôt, la comptabilité publique, la direction du budget, la direction des douanes. Bon, je peux vous dire qu'en réalité, Bercy sait faire. Qu'est-ce qu'il insinue selon vous, Jean-François Copé, en affirmant comme ça « je connais le coût de la note de Bercy ». Ça veut dire que tout ça a été orchestré finalement ? Oui, il y a plusieurs épisodes dans cette affaire du prélèvement à la source. Il y a toujours eu une constance de la part de Gérald Darmanin sur sa défense de la défense énergique et du prélèvement à la source, avec sa pédagogie des réformes. Il était d'ailleurs dans une séquence de com, Gérald Darmanin et le ministère, depuis la rentrée. Des spots à la télé, un plan média, il faisait énormément de PQR, il s'est déployé dans tous les médias. Et ça a été... Il y a eu le choc Emmanuel Macron lors de son déplacement au Danemark qui a laissé entendre que ça pouvait ne pas se faire. Je doute que l'intervention d'Emmanuel Macron soit totalement innocente suite à la démission de Nicolas Hulot. Ça permettait également d'orienter les caméras, de faire diversion sur un autre sujet. Le coup de la note de Bercy et les notes en général des ministères, des rapports qui fuitent, etc., il y a toujours il y a bien évidemment un intérêt derrière, mais ce n'est pas forcément qui on croit qu'il l'a fait sortir. Donc en gros, ça peut être typiquement dans ce cas-là une note qu'avait l'Élysée fait sortir par l'Élysée, un fonctionnaire socialiste qui n'aime pas Gérald Darmanin qui l'a fait sortir, un croche-pied en interne à Bercy, ça peut être un petit camarade de Gérald Darmanin qui n'aime pas Gérald Darmanin. Bref, le coup peut venir de n'importe où. Donc oui, c'est un coup de com politique, mais de là à dire que c'est forcément Emmanuel Macron ou ses services bien évidemment qui avaient connaissance de ça, ne faisons pas de raccourcis trop rapides parce que la théorie du complot est un petit peu facile.
Même pas pour montrer qu'Emmanuel Macron sait trancher, sait prendre des décisions, même si elles sont difficiles à prendre. Non, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui que le bras est en train de trembler au moment où on doit accomplir la réforme. Ouais. Alors, évidemment, Emmanuel Macron n'est pas totalement responsable de cette réforme, puisque c'était une réforme qui a été lancée par son prédécesseur, même s'il a quand même été secrétaire général adjoint de l'Élysée en charge de l'économie, puis ministre de l'économie de François Hollande. Il ne faut jamais l'oublier, c'est une réalité. Mais la réalité, c'est que le problème pour Macron, c'est que c'est quelqu'un qui a construit une image de volonté politique, de quelqu'un qui finalement courbe pas les chines face à l'adversité. Et là, en l'occurrence, vous avez une communication du gouvernement et de Gérard Darmanin, mais pas seulement, qui est extrêmement anxiogène sur ce sujet-là. Et on a une communication très erratique. Et donc, la difficulté aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est d'aller jusqu'au bout de cette réforme, de montrer que finalement, je veux dire, on ne renonçons pas à cette réforme. S'il n'y renonce pas, je veux dire, il maintient cette image d'un homme qui prend des décisions et qui sait les prendre. Moi, je ne suis pas d'accord avec Arnaud. La communication de Gérald Darmanin n'a pas du tout été anxiogène. Au contraire, il a fait énormément de pédagogie et lui, il a été constant sur son thème. Par contre, on lui a mis énormément de bâtons dans les roues. Et le premier bâton dans les roues, ça a été celui d'Emmanuel Macron. Et du coup, lui a une carte politique à jouer, Gérald Darmanin, dans cette affaire. Parce que si la réforme se poursuit, il aura été celui qui menait une réforme importante de transformation dans notre pays. Et si la réforme est abandonnée, il aura l'image de celui qui a résisté jusqu'au bout et qui a essayé de tenir bon. Par contre, ce sera un mauvais point pour Emmanuel Macron. Et donc, du coup, les prochaines grandes réformes qui arrivent dans les semaines à venir auront certainement du plomb dans l'aile parce que dans l'imaginaire collectif, les médias en premier lieu et les syndicats se diront Emmanuel Macron est capable de reculer sur une réforme, pourquoi pas d'autres. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées ce soir sur Public Sénat. Place au grand débat, #OVPL pour réagir, n'hésitez pas. On va revenir en détail sur ce remaniement. Après Nicolas Hulot exit, Laura Flessel démissionnaire surprise. Place à François de Rugy et à Roxana Maracineanu. Simple remaniement poste pour poste, pas de révolution, pas de tournant politique. Héloïse Grégoire. Nicolas Hulot, longuement applaudi. À ses côtés, son successeur, François de Rugy. L'ancien ministre de l'écologie, très ému pendant son discours, tire sa révérence une semaine après sa démission fracassante. Mon geste est un geste d'espoir. Il n'a pas éteint l'espoir, il l'a réveillé. Je l'espère, je le souhaite, je vous le souhaite. D'un côté, un ancien ministre très populaire et médiatique. De l'autre, François de Rugy, un profil bien plus conciliant que son prédécesseur. Il quitte donc le perchoir de l'Assemblée nationale pour l'hôtel de Roquelaure. Mais difficile de succéder à Nicolas Hulot. Cette passation de pouvoir était donc très attendue, comme cette première prise de parole de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Je crois depuis toujours que l'urgence écologique est un appel à l'urgence d'agir. Je suis ici pour agir. Je suis ici pour agir pour l'écologie avec méthode, détermination et persévérance dans le temps. À 19h, c'est au tour de Laura Flessel de quitter sa fonction de ministre des Sports. Une démission surprise annoncée ce matin. L'ancienne ministre invoque des raisons personnelles. Mais selon le Canard enchaîné et Mediapart, son départ serait lié à sa situation fiscale. C'est Roxana Maracineanu qui la remplace, première française championne du monde de natation en 98. En 2010, elle est élue conseillère régionale Île-de-France, apparentée PS. 2 ministres populaires, 2 ministres issus de la société civile ont donc quitté aujourd'hui le gouvernement. Un remaniement à minima, comme pour vouloir minimiser une rentrée décidément très difficile. Et avec nous pour le grand débat ce soir dans OVPL, André Gattolin, bonsoir, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, Danielle Simonet, oratrice nationale de la France Insoumise, conseillère de Paris, bonsoir. Fabrice Vesser-Redon, journaliste au groupe EBRA, et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Merci à tous les 4 d'être ici. André Gattolin, effectivement, pas de grande révolution finalement dans ce remaniement, peut-être juste une remarque, des profils plus politiques, vous le constatez vous aussi, et vous l'approuvez ?
Très clairement, c'est-à-dire bien sûr, il faut chérir la présence de la société civile, mais appartenir à la société civile, avoir une autorité, c'est pas une attaque vis-à-vis de Nicolas Hulot, qui par ailleurs est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais ça ne fait pas nécessairement la capacité d'action. On est dans un pays, qu'on le veuille ou non, qui est très organisé, très judiciarisé, très organisé de manière administrative. C'est très compliqué de gérer un ministère. Et moi, je viens de la société civile, heureusement, j'ai fait le pas il y a 7 ans. Même aujourd'hui, je ne me sentirais pas en capacité de gérer un ministère au regard des objectifs politiques qu'on peut avoir en tant que personne politique et la capacité qu'on a réellement de les mettre en œuvre, quel que soit le gouvernement. On va poursuivre ce tour de table. Je voudrais juste attirer votre attention sur ce tweet de Roger Carucci, sénateur des Hauts-de-Seine. On propose l'écologie à De Rugy, où l'exécutif veut quelqu'un de plus maniable à la présidence de l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord, Daniel Simonet, ce choix de François De Rugy, c'est plus pour choisir un ministre qui sera plus politique, on vient de le dire, mais aussi peut-être plus docile? Ce qui est sûr, c'est que la constance de M. Rugy, excusez-moi, mais moi les particules, je les garde pas. Sa constance a toujours été l'opportunisme. Son grand regret, c'est de ne pas avoir été ministre sous Hollande. Il n'est pas là pour ses grandes convictions écologiques et sa capacité à se battre sur ces dossiers-là. Il faut quand même tirer la leçon de la démission de Nicolas Hulot. La démission de Nicolas Hulot, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est pas l'échec au sens l'ouverture à la société civile n'est pas possible. C'est la politique de Macron, finalement, elle est totalement incompatible avec la prise en compte des enjeux écologiques. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Nicolas Hulot lorsqu'il démissionne. Grosso modo, il nous explique que le libéralisme est incompatible avec l'écologie. Et finalement, dans la dégringolade de Macron à laquelle on assiste, qui a commencé par l'affaire Benalla et qui là se solde par à la fois la démission de M. Nicolas Hulot et peut-être ce soir par l'annonce de la fin du prélèvement à la source. Je veux dire, on voit bien que la Macronie, eh bien, le nouveau monde qu'on nous avait promis, eh bien, les masques tombent. C'est l'ancien monde ultralibéral, lobbyiste, classique. Fabrice Vaisselle-Redon, c'est sévère ce que dit Daniel Simonet. François De Rugy n'est pas là pour ses convictions, il est là par opportunisme. C'est aussi ce que vous imaginez? C'est ce qui va lui être reproché parce qu'il a beaucoup fluctué dans ses appartenances politiques ces dernières années. Après, il a quand même fait un gros boulot à l'Assemblée nationale, il faut lui reconnaître ça. Il a fallu quand même qu'il tienne une assemblée un peu compliquée, il y a quelque chose d'assez novateur. Oui. Il va se retrouver dans une situation qui sera certainement très difficile. Moi, en tout cas, j'ai écouté avec attention tout à l'heure la passation de pouvoir. Je n'ai entendu que des gens qui pleuraient. Des gens tristes. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Ça veut dire qu'ils ont du pain sur la planche, qu'ils ont probablement des convictions, mais qui ne sont pas sûrs du tout d'avoir les moyens de mettre en œuvre leur politique. Souvenez-vous, Monsieur Rugy à l'Assemblée nationale, il s'est quand même fait remarquer par la manœuvre qui était par exemple de faire voter le sujet du glyphosate à 2h du matin. Il nous fait croire depuis que c'est un renonce, que ça y est, la France, dans 3 ans, va arrêter le glyphosate. C'est un mensonge pas possible. On sait pertinemment que le gouvernement Macron a simplement fait en sorte qu'on autorise l'utilisation du glyphosate pendant 3 ans et dans 3 ans, on verra. C'est-à-dire qu'on pourra le poursuivre. On va juste terminer ce tour de table parce que Pierre Jacquemin n'a pas encore pris la parole, je vous en prie. Oui, moi je crois qu'il y a en tout cas dans la manière dont s'est exprimé François De Rugy tout à l'heure, il y a une déception. Je pense qu'il n'a pas du tout envie de prendre le ministère qui est un ministère casse-gueule, pour le dire assez brutalement, mais je pense que c'est un ministère casse-gueule parce que les objectifs qui sont fixés aujourd'hui par le monde entier, que ce soit les ONG, que ce soit les écologistes, les purs, ceux qui défendent les grands enjeux climatiques, environnementaux, savent bien qu'aujourd'hui la politique, ce que vient de dire Daniel Simonet, d'ailleurs la ligne politique de ce gouvernement, tant qu'il n'y a pas une inflexion, c'est ce qu'a dit Nicolas Hulot, il n'y aura rien qui changera, rien ne changera. Donc je pense que fondamentalement, François De Rugy n'avait pas vocation, ou en tout cas n'avait pas vraiment l'intention ni l'envie d'arriver dans ce gouvernement. Il était très bien au niveau du perchoir et c'est aussi là le problème, c'est qu'aujourd'hui on voit bien que c'est un tour de passe-passe politique qui a primé sur la décision de ce gouvernement, de ce remaniement. Et puis quand même, ça pose question aussi sur le système politique dans lequel on est. On voit bien aujourd'hui, on l'a vu avec le quinquennat de François Hollande, avec quelqu'un qui a fait 6% une primaire et il se retrouve, c'est M. Valls, il se retrouve à être Premier ministre.
ministre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec quelqu'un qui a été candidat à une primaire, qui est François de Rugy, qui a fait à peine 4% des voix à la primaire socialiste. Il se retrouve avec le 4e personnage de l'État et aujourd'hui propulsé numéro 2, voire numéro 3 en fonction de l'ordre protocolaire du gouvernement. Donc ça pose un problème en termes de démocratie et en même temps aussi de répartition des pouvoirs. Parce que qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'aujourd'hui, tous les ministres, personne n'a le pouvoir. On dit qu'il y a des ministres techniques, des ministres très politiques, des ministres très qui seraient issus de la société civile. On s'aperçoit finalement que la ligne, elle est imposée par l'Élysée et les conseillers du président de la République. Il n'y a pas de réel pouvoir des ministres. Les ministères ont perdu de leur pouvoir politique. Ce sont devenus des super chefs d'administration. Ils ne sont là que pour gérer les décisions du président de la République. Donc finalement, quel que soit le casting qui soit connu aujourd'hui de ce remaniement, la ligne politique reste la même. Et le cap politique reste la même avec aucune marge de manœuvre des ministres. C'est là le problème. Ouais, enfin, moi, c'est très jupitérien, voire très mitterrandien par certains aspects. Moi, je voudrais revenir sur la question de dire François de Rugy est un arriviste en politique, c'est quelqu'un qui n'est pas écologiste, c'est quelqu'un qui a un engagement dans l'écologie de longue date. Il n'aurait pas été président d'ailleurs du groupe écologiste à l'Assemblée nationale s'il n'avait pas fédéré des gens extrêmement différents. C'est un réaliste. C'est pas quelqu'un qui est effectivement dans l'anticapitalisme. Parce que je ne crois pas aujourd'hui. Oui, il rejoint Emmanuel Macron et je dois dire que sur Notre-Dame-des-Landes, il avait un parcours tout fait à la mairie de Nantes. Jean-Marc Ayrault le voyait comme son successeur. Quand il a dit « je suis contre Notre-Dame-des-Landes », il est sorti du système. Alors après, c'est un politique avec ses qualités. Il s'est beaucoup engagé sur la fiscalité écologique. C'est vrai, c'est quelqu'un qui essaye de rendre compatible l'économie libérale, comme dirait Dominique, et l'écologie. Daniel, pardon, excuse-moi. Oui, donc je crois que c'est sa tentative, c'est un réalisme. Emmanuel Macron n'a pas fait campagne sur l'environnement. En même temps, il en a bénéficié dans ses discours. Progressivement, il a intégré la transition écologique. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut avancer, c'est aussi en faisant changer le monde économique. J'ai une question concrète. La programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE. Bon, le débat va retomber en octobre prochain. Bien. Nicolas Hulot était celui qui avait annoncé finalement le renoncement du gouvernement à la réduction de la part du nucléaire. En tous les cas, l'échelonnement tel qu'il avait été fait. Alors que monsieur Rugy, lors des primaires socialistes, eh bien, avait pris un engagement qui était d'aller vers le 100% énergie renouvelable. Est-ce que maintenant qu'il est ministre, il va aussi renoncer à tout cela? Je ne crois pas une seule seconde qu'il va engager une politique en faveur à la fois de la sortie des énergies carbonées et de la sortie du nucléaire. Alors vous n'y croyez pas, en tout cas c'est pas la tonalité des discours lors des passations de pouvoir qui se tenaient tout à l'heure. Nicolas Hulot a effectivement repris la parole pour la première fois depuis sa démission surprise sur France Inter. Il assure qu'il n'est pas résigné, que sa démission est le signal d'une nouvelle mobilisation et au passage il fait un peu pression sur son successeur. Écoutez. Mon geste est un geste d'espoir. Il n'a pas éteint l'espoir, il l'a réveillé. Je l'espère, je le souhaite, je vous le souhaite. Mon cher François, je n'ai pas, en l'état, réussi à combler cette ligne de faille entre deux cultures, entre deux intelligences, l'économie et l'écologie. Mais ça n'est pas une fatalité. Réponse dans la foulée de François de Rugy. Je suis ici pour agir avec méthode et détermination dans le temps. Fabrice Vesser-Redon, que pensez de ces conseils, voire de cette pression que met Nicolas Hulot sur son successeur? C'est un avertissement ? Je ne sais pas si c'est un avertissement. En tout cas, il sait que François de Rugy bénéficiera certainement d'un peu moins de soutien de la part des écologistes. Dont lui a vraiment bénéficié encore aujourd'hui. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer là maintenant. Qu'est-ce que les écologistes vont faire de Hulot et que Hulot va faire des écologistes. Donc oui, certainement c'est un message. Alors tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup, là c'est une approche très personnelle, mais bon, il y a beaucoup d'émotions. Je crois qu'il y a beaucoup d'humanité aussi dans tout ça. Mais quand on regarde bien, quand on écoute l'intégralité de cette passation, ça manque un peu de charisme, tout ça. Ça manque un peu de charisme, tout ça. Ça faisait un petit peu brouillon.
je ne sais pas si vous l'avez écouté en intégralité, ça faisait un petit peu brouillon. Il peut y avoir beaucoup, on parle de ministre d'État là. Non, mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Vous pensez aux larmes de Nicolas Hulot, c'est ça? Pas seulement aux larmes, il faut penser à la tonalité, au contenu, etc. Un peu d'amateurisme. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile aussi pour François de Rugy de répondre à Nicolas Hulot dans ce contexte. Moi, je connais bien ce ministère, je connais bien ses proches, d'arriver comme ça, mais dire qu'il n'a pas les moyens de faire quelque chose, je pense que les gens oublient que François de Rugy, à l'Assemblée nationale, il a une écoute des députés de La République En Marche, qu'il y en a 80 quand même, qui régulièrement, sur les questions environnementales, ont voulu aller beaucoup plus loin que le gouvernement. Moi, j'ai soutenu ici, je n'ai pas gagné au Sénat, l'interdiction du glyphosate. J'ai été minoritaire, mais je vois que j'ai beaucoup de députés La République En Marche qui sont pour une voie plus écologique. Aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas encore dans l'écosystème total de la pensée macronienne, pas à cause du président de la République nécessairement, parce qu'on est dans un mouvement qui est apparu très très rapidement et que là-dessus, il n'y a pas eu de vraie réflexion. Autant il y a une pensée fondamentale du président de la République sur l'Europe et sur l'importance que doit jouer l'Europe dans le développement de la France, mais aussi dans les relations internationales. Aujourd'hui, il hérite d'un traité sur le climat, d'ailleurs, qui est bien mal en point avec la position des États-Unis et d'autres pays. Il prend, je crois, la mesure progressivement. Il a eu une discussion très très longue sur ce sujet avec Daniel Cohn-Bendit, avec qui j'ai pu échanger. C'est quelque chose qui n'est pas peut-être originellement dans sa matrice, c'est dans son premier programme, mais je pense que personne ne peut. Attendez, Pierre Jacquemin, juste avant de vous donner la parole, je vais citer ce tweet de Yannick Jadot, qui est tout de même tête de liste des écologistes aux européennes. Mission difficile pour François de Rugy, membre éminent de la Macronie. Souhaitons-nous à tous qu'il résiste au lobby des pesticides, du nucléaire, de la chasse. Notre présent et notre avenir en dépendent. Pierre Jacquemin. Il a raison, il est tout là l'enjeu. L'enjeu, c'est de tenir tête, c'est ce qu'a dit Nicolas Hulot. Il faut prendre la mesure justement de ce qu'a dit Nicolas Hulot. Et je n'ai pas l'impression justement que ce gouvernement, ou en tout cas Emmanuel Macron et Édouard Philippe, ont pris la mesure de ce qu'a annoncé Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, il a dit tout simplement, il faut changer de monde. Et effectivement, la tâche est très lourde. Et moi, je ressens dans l'émotion qui a été celle aujourd'hui de Nicolas Hulot, cette charge immense qui ne dépend pas effectivement que de l'État français, qui dépend d'enjeux planétaires. Mais encore faut-il qu'il y ait aujourd'hui au gouvernement français des gens qui aillent dire non au lobby qui aujourd'hui impose des amendements dans les textes de loi, qui imposent un certain nombre de directives à l'échelle européenne et qui reviennent sur le terrain français. Il est là l'enjeu. Et je ne vois pas dans François de Rugy aujourd'hui cette volonté d'agir en tant qu'écologiste, puisqu'on l'a bien vu que lorsqu'il a été intronisé au perchoir à l'Assemblée nationale, il était plus ou moins quand même manipulé par la majorité macronienne et qu'aujourd'hui, en se retrouvant là où il est, alors qu'il ne le souhaitait pas, il faut quand même écouter à un moment donné dans son discours, il le dit. Je n'avais pas prévu d'arriver aujourd'hui dans ce ministère et ce n'était peut-être presque même pas souhaité. Il le dit de manière très subtile, mais il le dit. Il rappelle quand même que c'était pas son souhait initial. Donc il se retrouve là à être manipulé, à devoir faire ce qu'on va lui demander de faire et rien d'autre. Donc les enjeux écolos, ils passent après les enjeux politiques. De la même manière que ce soir, peut-être, on s'apercevra que les enjeux liés à la réforme du prélèvement à la source, il n'est pas lié à un enjeu pour les Français, il est lié à un enjeu purement électoraliste. Il est là le problème aujourd'hui. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la question du pouvoir et aussi la question de faire de l'électoralisme, c'est leur légitimité. Après, est-ce qu'il y a de la démagogie? Non, la légitimité, c'est les conditions, c'est de faire ce pourquoi on a été élu. On ne peut pas accuser un gouvernement de répondre à des lobbies qui n'ont rien à voir avec l'électoralisme, qui vont à l'encontre des électeurs. Il faut faire attention dans les relations. Oui, ces groupes existent. Et je pense qu'il faut parler aussi avec l'économie. Monsieur Gatelin, vous voyez bien, vous connaissez bien le système politique. Quand on s'aperçoit aujourd'hui que les ministères, quand je parlais de dépolitisation des ministères, on voit qu'aujourd'hui, les collaborateurs des ministres qui ont été réduits au nombre de 5, voire 10 dans certains ministères, il y en a 1 sur 10 qui est aujourd'hui issu d'un lobby. Donc les lobbies sont là. Les lobbies, on le sait, ils sont là. Donc il faut tenir tête à ça. Je veux voir l'analyse statistique. Bien sûr, vraiment, le gouvernement Macron, c'est la caricature de la logique oligarchique de notre système. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que vous avez énormément de pantouflage, énormément de va-et-vient entre des personnes qui sont issues du monde économique et de décisions de grandes entreprises et qui sont ensuite dans le politique ou dans le médiatique. Et vous avez une collusion entre ces trois mondes. C'est bien cela qui pose un véritable problème démocratique. Oui, mais... Quand
on se rend compte que là, on a un enjeu écologique majeur, que le jour du dépassement, c'est le 5 mai maintenant en France. Vous savez, quand dans le monde, c'est début août, c'est-à-dire le jour où on a consommé plus que la Terre n'est capable de régénérer sur une année. Voilà, dès le 5 mai en France, on a consommé tout ce qu'on aurait dû attendre pendant toute une année. Bon, il faut remettre en cause le mode de développement. Or, les grandes entreprises sont dans une logique, c'est la logique même du système, qui est d'exploiter au maximum les ressources naturelles pour un profit maximum. Tant qu'on aura un gouvernement qui défendra ces lobbies-là et non pas l'intérêt général, on aura ce problème-là. Mais juste une phrase. Ce qui est intéressant dans la crise, l'accélération de la crise par la démission et les mots que Nicolas Hulot met sur la démission, c'est que la journée, par exemple, de samedi prochain, sur le climat, où vous avez des manifestations, des mobilisations partout dans le pays, je pense, va rencontrer un écho beaucoup plus important dans la population. Parce que je pense que de plus en plus, la conscience écologique est en train, fort heureusement, de gagner les citoyennes et les citoyens. On va laisser parler Fabrice. La question, de mon point de vue, c'est pas y en a-t-il plus ou y en a-t-il moins des lobbyistes. C'est est-ce que ça change? Est-ce que la transformation la volonté de transformation sur laquelle Emmanuel Macron a été élu au deuxième tour de l'élection présidentielle est engagée ou pas? Et c'est là-dessus sa problématique. André Gattolin, c'est une accusation grave de dire que c'est un gouvernement ou un mandat sous lequel les lobbies sont plus puissants que sous les précédents. Oui, comment vous réagissez à cela? J'aimerais en avoir les preuves. Il y a des éléments. L'a dit très clairement. Non, mais après, Nicolas Hulot n'est pas. Il a été dans l'exercice, il a été au cœur du Quand vous êtes dans l'écologie, il était en responsabilité. Effectivement, je discutais avec M. Puyani, qui est le patron de Total, qui apprenait la démission de Nicolas Hulot. Et il me dit, moi, je regrette parce que avec Nicolas Hulot, on s'est affronté, mais sur le fond, ma société Total doit aller vers les énergies renouvelables. Faut arrêter de félicité aujourd'hui par communiqué de presse de la nomination de François de Rugy. Qui le premier c'est quoi? Je ne sais pas, dites-moi. L'association de chasseurs de France qui s'est félicité du travail qui est mené par celui de... La raison pour laquelle Nicolas Hulot a sans doute démissionné de son poste. Supprimer la chasse à courre. Alors, il y a une autre critique intéressante qu'on a relevée dans l'opposition, toujours, c'est celle d'Éric Woerth. Voici son tweet. Mieux vaut être ministre que président de l'Assemblée nationale, point d'interrogation. Encore un coup porté à l'autorité et au statut de l'Assemblée des députés. Alors ça, je trouve ça complètement faux. Quand vous allez dans un système parlementaire, je reviens du Danemark et je connais bien les pays du Nord, je peux vous dire, un ministre n'est ministre que s'il a été élu et s'il est parlementaire. Et aujourd'hui, le fait d'avoir un président, un ancien président de l'Assemblée nationale qui devient ministre et qui a un certain nombre de soutiens au sein de l'Assemblée, je pense que ça peut renforcer sa capacité. Je suis comme vous, je pense qu'il faut en faire davantage sur l'écologie et la transition écologique. En fait, c'est pas davantage, c'est pas plus ou moins. Ah bon? C'est repenser complètement. Mais je ne crois pas. On me refait le coup. Alors, excusez-moi, ça fait 40 ans que je suis dans l'écologie politique. J'étais dans des combats à l'époque où j'avais des gens de gauche qui étaient productivistes. Je suis très content de voir que les gens, aujourd'hui, la lutte pour l'écologie, c'est la lutte contre le capitalisme et le système. Eh ben, les gens n'ont pas envie, fondamentalement, de changer de système. Il faut le réguler, il faut lui donner... Donc il faut forcément les concilier. De manger une alimentation ils ont envie de croissance, d'avoir un emploi aussi, et des salaires qui augmentent. De ne pas risquer leur vie parce qu'ils sont tous proches d'une zone à haut risque, parce qu'ils sont tous proches d'une centrale nucléaire. Donc on veut vivre en sécurité, avec un air respirable, avec une alimentation saine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réorienter notre modèle agricole pour sortir du tout Monsanto. Ça veut dire qu'il faut sortir des énergies carbonées et du nucléaire, mais aussi repenser une sobriété énergétique. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être mettre de l'investissement dans nos bâtiments pour la sobriété énergétique. Donc ça veut dire des engagements totalement à rebours de ce qui est fait par Jacquemin, sur cette critique d'Éric Woerth, en gros, de François de Rugy, qui abandonne l'Assemblée nationale pour devenir ministre, est-ce que c'est un coup porté à la séparation des pouvoirs, comme le dit Éric Woerth? Ça pose un problème? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a un véritable problème politique. On voit bien que ce tour de passe-passe qui a consisté justement à libérer le poste de l'Assemblée nationale, qui est celui du perchoir, pour l'offrir à, sans doute, on verra, M. Ferrand ou quelqu'un d'autre, peu importe qui, en tout cas la place est faite. On verra. On voit bien que par ailleurs, le bilan de M. François de Rugy est quand même
pas excellentissime. Il y a qu'à interroger l'ensemble des groupes parlementaires pour s'apercevoir que le travail, en tout cas du président de l'Assemblée, n'a pas été le meilleur depuis la Ve République, voire sans doute est-il l'un des pires présidents de la Ve République. Et puis, globalement, c'est effectivement cet affaiblissement du pouvoir parlementaire. On le sait bien que notamment, si un jour il y a une réforme constitutionnelle, on voit bien que la volonté du président de la République, c'est de toujours affaiblir plus et davantage le Parlement. Et que pour ça, pour conduire une réforme comme celle-ci, il faut bien quelqu'un qui soit de cette majorité et qui soit un proche du président de la République pour conduire une réforme qui vise une forme de docilité. Oui, en tout cas à affaiblir le pouvoir parlementaire. Alors on va prendre un petit peu de distance. On aime bien fouiller dans les archives sur Public Sénat et on a retrouvé une déclaration de Christophe Castaner qui prend un certain relief aujourd'hui. C'était le jour du premier conseil des ministres du gouvernement Philippe II. On est alors le 22 juin 2017. Écoutez ce qu'il disait à l'époque. Il a précisé que ce deuxième gouvernement avait vocation à durer longtemps et à réussir et à contribuer à la réussite de ce quinquennat. Et donc en fait, ce gouvernement n'aura duré, entre guillemets, que 1 an et 3 mois. Comment vous percevez cette phrase aujourd'hui, Fabrice Bessay-Redon ? Est-ce que ce gouvernement s'est éteint ? Non. On n'a pas de Philippe III ce soir. Je vois pas de remaniement. On parle de remaniement. Je vois 2 ajustements. Et je pense que c'est très volontaire de la part d'Emmanuel Macron. Surtout pas de remaniement. Il veut faire de ces 2 départs, je dirais, un détail de l'histoire. Ils sont partis, Hulot veut partir, Flessel veut partir, qu'ils partent, j'ai des remplaçants sous Ce sont main. des décisions personnelles, ce n'est pas lié à notre politique, c'est ça que ça veut dire ? Je crois que précisément, il n'a pas voulu en faire une affaire d'État, il en fait une affaire de personnes qui sortent du dispositif, 2 autres rentrent dans le dispositif, ce qui va d'ailleurs peut-être même permettre, vous l'évoquiez, de faire repartir sur de bonnes bases Richard Ferrand à l'Assemblée nationale. C'est intéressant que vous parliez juste d'ajustement, on parle quand même de poste de ministre d'État. Oui, mais enfin, il n'y a pas de changement de Premier ministre, on n'a pas changé le ministre de l'Intérieur, tous les autres ministres, je suis tout à fait d'accord sur cette analyse. La volonté, très clairement, en cherchant un remplaçant à Nicolas Hulot, la volonté du président de la République était que ce soit quelqu'un qui s'engage pour les 4 ans qui restent du mandat. Parce que l'instabilité ministérielle, et on aura sûrement un remaniement, on aura sans doute un Premier ministre à un moment dans ce quinquennat, après les européennes, c'est un peu ce qui est pensé, en tous les cas projeté. Mais très clairement, moi j'ai vécu le ministère de la Culture et le ministère de l'Écologie sous François Hollande. Les ministres changeaient constamment. On avait un dossier en cours, on découvrait qu'il y avait un nouveau ministre et que les documents sur lesquels on avait travaillé avaient été mis aux archives, à la casse ou passés au broyeur. Donc l'idée qu'il y ait une stabilité ministérielle, peut-être prendre quelqu'un de plus réaliste, comme François de Rugy, mais au moins quelqu'un dont on sait qu'on va engager les choses. Nicolas Hulot n'a pas tout perdu. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il a eu des gains, il a eu des avancées. Je pense qu'il faut que les gens poussent. Moi, je fais partie des gens qui viennent de l'écologie pour qu'on en fasse davantage. Je ne suis pas satisfait de la jauge aujourd'hui et je crois qu'il faut aller plus loin. Mais je crois aussi qu'il y a des enjeux. Il faut savoir que 70% des décisions environnementales sont prises au niveau européen. Si on n'est pas capable de construire un programme politique, un projet politique européen sur l'environnement, parce que ces dernières années... On retombe sur nos pattes, parce qu'on parlait tout à l'heure du glyphosate, quand on voit que ce gouvernement n'a pas été capable sur un dossier aussi concret... Il faut voir ce que l'Europe proposait. Elle proposait la prolongation automatique pour 5 ans. C'est un tour de passe-passe que celui de M. Macron, que de croire qu'il a fait le rapport de force avec l'Union européenne pour s'opposer à la prolongation de 5 ans, alors que ce qu'il fait en France, c'est une prolongation de 3 ans, avec par ailleurs la possibilité qu'au bout de ces 3 ans, ça se poursuit. Avec l'engagement d'en sortir dans 5 ans. Aucune volonté véritablement de mener le bras de fer de manière sincère sur l'Union européenne, qui elle continue d'imposer des accords de libre-échange. Regardez, est-ce que l'accord de libre-échange avec le Japon a été soumis au vote? Absolument pas. Est-ce que les parlementaires ont pu se prononcer? Est-ce que le peuple français a pu donner son avis? Est-ce que M. Rugy est en désaccord avec les accords de libre-échange du président de la République, c'est les règles européennes, c'est la compétence de l'Union. C'est une catastrophe pour le climat, les accords de libre-échange. C'est une catastrophe pour sur cette question, un petit, même pas un remaniement, des ajustements, ce que disait Pierre Bessay-Redon. Alors, je pense qu'effectivement, c'est la volonté, en tout cas, du président de la République de montrer qu'il n'y a pas une crise politique dans notre pays, qu'il n'y a pas eu de problème Benalla, qu'il n'y a pas eu de problème d'Aquarius, qu'il n'y a pas eu de problème d'affaires au sein de ce gouvernement, que tout va bien dans le meilleur des mondes et on continue comme ça. Donc c'est ça le message qui est envoyé ce matin avec le communiqué de l'Élysée, sans perron, sans dispositif
effectivement, où on a le secrétaire général de l'Élysée qui définit et qui donne les noms des nouveaux ministres. Tout ça, c'est disparu pour juste un remaniement technique. Je pense que ça n'aura échappé à personne, mais que personne n'y croit véritablement et que sans doute dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, il y aura d'autres événements qui vont sans doute impacter la politique de la politique de ce gouvernement. S'il y a une chose que ce gouvernement pourrait être en mesure de faire, mais je n'ai pas l'impression que ce soit la ligne directrice à l'Assemblée nationale, c'est peut-être de nommer une femme à un moment donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où Emmanuel Macron s'était engagé sur la place des femmes en politique, on s'aperçoit que les noms qui circulent et qui ont circulé pour le ministère, à part Barbara Pompili qui a été nommée pour secrétaire de ce ministère d'État, mais aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ça serait un beau signal d'envoyer une femme aujourd'hui au perchoir. André Gattolin. Barbara Pompili était pressentie pour présider l'Assemblée nationale. C'est elle qui a décliné. J'en ai parlé avec elle. C'est elle qui a décliné ce qui était un choix personnel parce qu'elle ne se voyait pas dans cette représentation institutionnelle. Oui, je pense que la présence des femmes doit être accrue. Et d'ailleurs, le remaniement poste à poste rendait les choses compliquées parce que moi, j'aurais préféré une femme à l'écologie. Je le dis. Ça n'enlève rien à François de Rugy. Pour le symbole Parce que je pense qu'il y a des femmes très compétentes pour être ministre. Mais je ne vais pas refaire le match. Le président. Sur tous les sujets, mais. Oui, mais sur ce sujet-là, j'ai quelques noms, mais je ne vais pas citer de noms. Non, il y a une décision qui a été prise par le président. Il se trouve que je connais François de Rugy et que je le connais très bien. Donc, je n'ai pas de problème sur sa capacité à gérer le ministère. Et je pense qu'il est capable en matière d'arbitrage, parce qu'il faut être un ministre 7 jours sur 7, toute l'année. C'est comme être parlementaire, on ne rentre pas chez soi en vacances, on termine, des fois on revient en séance, on passe la nuit. Et on doit s'arrêter là. Ça, c'est une difficulté que beaucoup de gens n'ont pas encore tout à fait réalisé, compris au sein de ce gouvernement. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. C'est donc la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, publicsénat.fr. 2 invités dans Territoire d'Info. Demain, il s'agit de Michel Sapin, ancien ministre des Finances, et de Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin. Très très belle soirée. Restez au cœur du débat.